Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage consacré aux grands classiques d'Ahmed Sefriou. L'objectif aujourd'hui est très clair. On va accompagner les futurs bacheliers pour qu'ils maîtrisent à 100% ce fameux chapitre 7 en vue de l'examen régional. On va décortiquer son paysage culturel qui est intimement lié aux vibrantes préparations de la Shoah. C'est pas juste une simple lecture, c'est une immersion totale dans une époque et un lieu où le moindre petit détail a son importance. On va aborder cette œuvre sous un angle hyper structuré, vraiment pensé pour l'excellence académique. Alors, au programme pour bien baliser nos révisions. 1. Le contexte du chapitre 7. 2. Les traditions familiales et sociales. 3. La spiritualité et la religion. 4. Les croyances populaires. 5. La Médina en tant que personnage. Et enfin, 6. Les fameux mots-clés pour l'examen. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le contexte du chapitre 7. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que ce chapitre 7 agit comme une véritable porte d'entrée dans la boîte à merveilles. Il nous plonge d'un coup, sans crier gare, en plein cœur des vieilles ruelles de la Médina de Fès, qui est littéralement métamorphosée par l'effervescence de l'Achoura qui approche. C'est un vrai moment charnière dans l'autobiographie. Le récit bascule pour nous faire ressentir l'âme de la ville au rythme d'une excitation hyper palpable, liée à l'achat des jouets et des instruments de musique traditionnels. En fait, Sefriou est un génie pour se servir de moments en apparence ordinaires afin de révéler les racines historiques et culturelles profondes de la société marocaine. Qu'il s'agisse de la frénésie dans les souks ou de l'impatience joyeuse des enfants, l'auteur pose un décor absolument parfait pour l'analyse littéraire. Rien n'est laissé au hasard. Chaque action, chaque petit achat minutieux au marché, c'est tout simplement le reflet d'un héritage festif millénaire. Passons maintenant à notre deuxième point, les traditions familiales et sociales. Pour bien construire son argumentation le jour J, il est indispensable de mémoriser quelques traditions clés. D'abord, le fameux rituel du thé à la menthe. C'est pas juste une boisson, c'est vraiment le ciment de l'hospitalité et des rassemblements entre voisins. Ensuite, il y a la navigation dans les marchés, qui grouille de monde tout spécifiquement pour l'achat des objets de fête. On pense direct à la trompette de Sidi Mohamed et au tambour. Et puis, on observe aussi l'importance des chants des femmes au son de leur bandir pendant les préparatifs. Toutes ces scènes prouvent à quel point ces individus sont profondément enracinés dans leur patrimoine communautaire. Ce qui nous amène tout naturellement à la troisième partie, la spiritualité et les pratiques religieuses. Dans ce passage, le quotidien se retrouve intrinsèquement dicté par l'approche d'un événement sacré. L'auteur utilise les préparatifs de l'Achoura pour montrer très concrètement comment la religion rythme le calendrier de la communauté tout entière. La ferveur monte d'un cran. Ça illustre bien à quel point la foi, associée au strict respect des traditions pieuses, est la boussole incontournable pour le petit Sidi Mohamed et son entourage, ancrant complètement la célébration dans un cadre hautement spirituel. On enchaîne avec le point numéro 4, les croyances populaires et les superstitions. Là, c'est super intéressant car le récit crée un contraste saisissant. D'un côté, on a les pratiques spirituelles formelles de l'Achoura, comme le recueillement orthodoxe à la mosquée, et d'un autre côté, on tombe sur ces croyances populaires qui pèsent tellement lourd dans la société. On parle des amulettes, des talismans et de tous ces rituels domestiques un peu mystérieux menés par les femmes pour attirer la baraka ou chasser le mauvais œil. C'est typique du regard sociologique de Sefriou qui rapporte ces deux réalités complémentaires d'une façon très neutre, sans jamais prendre parti. Et nous voici au cinquième point, la Médina en tant que personnage vivant. Et oui, un vrai personnage. Sefriou ne se contente absolument pas de faire de la Médina un simple bout de décor géographique. Il l'élève au rang d'une entité qui respire, qui palpite. Elle interagit sans arrêt avec notre protagoniste, tout particulièrement lors de la surcharge sensorielle que subit Sidi Mohamed dans le souk des jouets. Le brouhaha étourdissant des vendeurs, la foule pressée, les éclats de voix, tout ça transforme les ruelles une force hyper écrasante et fascinante qui participe activement à l'action. Bien comprendre cette personnification, c'est une clé d'analyse que les correcteurs attendent de pied ferme. Enfin, sixième et dernier point de notre sommaire, les mots-clés pour le bac. Pour bétonner sa copie et se forger une carte mentale super robuste pour l'épreuve, on va associer ces mots-clés de façon stratégique. Quand on mentionne la Médina, on la lie aux personnages vivants. Les amulettes nous renvoient tout droit aux superstitions. Le thé à la menthe, c'est le pilier absolu des traditions sociales. Et pour terminer, les prières et l'Achoura incarnent parfaitement la spiritualité. C'est franchement la boîte à outils idéale pour bien structurer une dissertation ou répondre de manière ultra précise aux questions de compréhension. Pour clôturer cette analyse en beauté, c'est toujours judicieux de prendre un peu de hauteur. La grande question, c'est de savoir comment ces traditions familiales, cette spiritualité formelle et ces croyances populaires qu'on voit dans le chapitre 7 continuent de façonner l'identité culturelle encore aujourd'hui. Réfléchir à la façon dont ce passé résonne de nos jours, c'est exactement ce qui permet de rédiger une conclusion de dissertation mémorable,
percutante et qui ouvre vraiment le débat. C'est très souvent ce petit recul qui distingue une bonne copie d'une copie excellente.